Eh bien, salut à tous, c'est Nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur du SSH tunneling, donc ça sera probablement un vulgamatique ou apprendre le hacking, je sais pas encore dans quelle série on mettra ça. Donc le SSH tunneling, on va composer la vidéo en trois parties, donc la première ça va être vraiment les raisons pourquoi on utilise ça. Ensuite on verra comment marche un peu l'infra-réseau qu'on a sous les yeux, pour imaginer un peu réellement comment ça marche en entreprise. Rapidos, hein, de l'ordre de 2-3 minutes, juste pour voir, parce que beaucoup de gens se trompent, en fait, parce que sinon ils n'avaient pas réellement l'intérêt. Et à la fin, on tapera les vraies commandes qui sont très compliquées, de l'ordre de une seule commande, avec juste un argument. Mais bon, voilà, c'est intéressant. Et Reddit qui s'excite un peu. Alors pour commencer, donc les raisons pourquoi on utilise SSH, pourquoi on utilise le SSH tuning. On va commencer par le côté sécu, ça permet de chiffrer des flux quand on est sur un réseau malveillant. Ça permet aussi d'exfiltrer de la donnée quand on compromet une machine, par exemple. Les attaquants dans vos parcs vont compromettre une machine et peuvent exfiltrer la donnée, vu que ça va être chiffré. Ils peuvent utiliser ça. Alors c'est très rare, enfin c'est de plus en plus rare parce que maintenant les gens préfèrent faire carrément leur petite crypto maison et ils vont sortir en AES point to point avec un reverse HTTP et ils vont soit exfiltrer la donnée en 80 et ils vont tout chiffrer, ou maintenant on peut voir aussi du XOR, enfin ça dépend, mais bon voilà. Ça peut être quand même utilisé pour ça. Ça peut être utilisé aussi pour, côté sécu, bypasser des équipements de sécurité, comme on chiffre les flux. Si vous avez un proxy, typiquement, qui va lui, il va dire oui ou non, vous avez le droit d'aller sur cette machine-là, vous allez pouvoir sortir par un autre point. Et ce point-là, lui, il n'aura pas évidemment de proxy vu que ça va être votre point de sortie. Et vous pourrez interroger tout Internet. Donc si vous êtes en entreprise, vous n'avez pas le droit d'accéder à une ressource, typiquement le site de Gentil Kiwi, parce que c'est catégorisé comme du malware spreading, vous pourrez quand même l'interroger. Donc très pratique, vous pouvez bypass les proxys, toutes ces choses-là. Du côté DevOps, DevOps, oh là là, bullshit marketing word, plus admin 6 je dirais, ça permet aussi d'accéder de l'extérieur de son réseau à son infra local, comme un VPN en fait. Ça fait vraiment les flux de l'extérieur vont pouvoir intégrer, on va pouvoir rentrer dans notre infrastructure en fait, et on va pouvoir typiquement interroger des ressources locales, vraiment de notre infra depuis l'extérieur. Évidemment, il faut exposer quand même un SSH sur Internet. Voilà. C'est un peu toutes les raisons pourquoi on utilise le SSH tuning. Il y en a peut-être d'autres mais que j'ai un peu zappé, je sais pas. Mais bon, c'est vraiment très utile. On verra aussi qu'il y a trois méthodes pour le SSH tuning. Donc il y a la première qui est en dynamique, qui nous permet de faire du SOX, donc de faire passer n'importe quel type de flux, d'accord, à l'intérieur. Donc en fait on va monter, qu'est-ce que c'est que le SSH tuning? On va juste monter un tunnel SSH, vraiment, merci Captain Obvious, mais c'est vraiment donc un tunnel, soit on va faire passer, c'est pour ça que je vous dis il y a trois options, soit on va faire passer n'importe quoi dedans, donc on ne sait pas réellement, c'est dynamique, on va faire rentrer n'importe quel port, on s'en fout, soit on va être précis, donc avec _L, on va vraiment choisir une cible sur un port défini, ou soit on va pouvoir faire un -R en remote, et là ça sera différent, c'est du remote SSH comme un reverse shell en fait. On va pouvoir, je vous expliquerai ça en fin de vidéo, c'est vraiment pour accéder à des machines dans un réseau assez particulier quoi. C'est vraiment pour accéder à des machines depuis par exemple au travail, depuis chez vous. Donc c'est assez intéressant. Bien sûr, je pense pas que ce soit très les guides dans certains réseaux d'entreprise, hein, mais bon voilà. Je vous dis juste, faites attention à ça parce que voilà, ça peut être utile et que des attaquants peuvent le faire dans votre parc. Voilà. Donc on va attaquer tout de suite. On est sur une petite infra classique. Alors là j'ai fait un peu l'infra, bon, elle ressemble étrangement à la mienne. C'est peut-être un peu le but pour expliquer la suite. Mais c'est vraiment une infrastructure typique d'entreprise, on va dire toute petite, hein, on s'en fout. On a donc trois machines, d'accord. Donc on va dire que ces trois personnes-là sont Satoshi, John McAfee et Robert, sont simplement des utilisateurs du système d'information. On a un serveur SSH ici, je sais plus pourquoi j'avais mis, mais bon, on s'en fout. Le NAS, évidemment, pour aller récupérer et partager des données entre les utilisateurs et faire les backups des workstations, donc des machines qui sont ici. Donc Robert, il a envie de faire une backup, il va la faire sur son NAS. Voilà. Première question déjà, est-ce que ces machines-là ont accès à Internet? Oui, ces machines ont accès à Internet. Mais comment est-ce qu'elles ont accès à Internet? Est-ce qu'elles passent par un équipement de coupure? On va prendre la machine de Robert et on va voir comment ça se passe. On va traverser le firewall et on ne va pas sortir comme ça en fait. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire ça c'est non. Je sais pas pourquoi j'ai dit fort, ça n'a aucun foutre sens. Mais ouais, donc ça c'est non. Pourquoi? Parce qu'en fait du coup, déjà ça veut dire qu'on va devoir autoriser chaque machine, vous imaginez comme c'est contraignant, on va devoir autoriser la machine de Robert à avoir accès sur internet, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit avoir accès au port 80, 443, est-ce qu'il y a un serveur DNS? Bon, on a un serveur DNS, un serveur DNS dans la DMZ,
Si c'est pas le cas, on va devoir ouvrir le 53 aussi. Donc c'est vite coûteux pour chaque machine. C'est-à-dire pour chaque machine, vous allez devoir faire une entrée. Donc à la fin, vous allez vous dire, ok, on va autoriser tout ce slash là en fait à avoir accès à Internet. Est-ce qu'on a envie que le NAS il ait accès à Internet directement? S'il se fait compromettre, est-ce qu'on a envie que tout le monde parte avec nos data? Surtout que le NAS c'est un peu le genre notre coffre-fort de la data. Si lui il part, on sait que tout le monde va pouvoir partir avec notre donnée. On a très peu de systèmes de monitoring sur les NAS. Donc si le mec il commence à sortir, à part si vous mettez bon, des agents, des choses comme ça, mais un NAS avec rien dessus, le mec qui commence à sortir de la donnée, vous allez le laisser dans un coin, le NAS en fait, il va pouvoir exfiltrer la donnée pendant plusieurs jours, vous saurez même pas qu'il y a quelqu'un qui est en train d'exfiltrer la donnée. Donc le mec aura le temps de tout prendre finement, c'est assez rigolo. Par contre vous allez moins rigoler après. Donc qu'est-ce qu'on fait? On n'autorise pas ça, on n'autorise pas en direct comme ça. Ce qu'on va faire c'est qu'on va passer par des équipements de coupure, et on va profiter de ces équipements là pour loguer les informations. Comme ça va nous permettre, plus on log, alors plus c'est coûteux évidemment, mais plus ça va nous permettre de détecter des activités malveillantes ou des problèmes. Network ou hardware, car il n'y a pas que des problèmes de sécurité. Il va y avoir aussi des problèmes dus à certaines métriques, le dimensionnement réseau, des choses comme ça. Si on log pas, on peut pas savoir ce qui se passe, donc c'est terrible. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait? La machine de Robert en fait, en réalité, elle va passer par un web proxy, d'accord? Donc un proxy web. Et là évidemment, donc tout ce qui sort, donc qui va à destination de l'IP public de ce réseau-là est interdit. Donc tout ça c'est interdit. Donc comment ça se passe? Si par exemple Robert essaie de contacter google.com ou les DNS de Google, admettons qu'il veut pinguer ça, en réalité, pas pinguer non, parce que pinguer ça va être une mauvaise... Bon, admettons qu'il veut faire un get HTTP là-dessus. Il va faire un get HTTP, donc ce qu'il va faire c'est qu'il va faire un get, je n'ai pas le nom de domaine de ce truc là, mais on va dire que ça s'appelle dns.google.com. Il va faire un get HTTP direction dnsgoogle.com. Hop, ça va interroger son web proxy. Donc on a dit qu'on voulait loguer des informations, donc là ça log. Le proxy va faire une requête. Lui il va dire et tu connais ça au DNS. Le DNS lui, il va regarder s'il connaît pas, il va aller forward sur les DNS publics d'internet. Bon pour le coup c'est les mêmes, donc ça va pas, on va dire qu'il va les interroger sur autre chose, il va interroger 111. Mais lui du coup il a le droit de sortir. Le serveur DNS a le droit de sortir sur internet. Et si c'est un serveur DNS pour sa zone, d'accord, on va dire qu'il a le droit les gens ont le droit de rentrer pour résoudre. Bon, évidemment, c'est pas trop ce qu'on fait. Hein. Si on a un serveur DNS, on préfère le mettre en local en fait pour les zones locales. Mais bon, on n'est pas dans ce délire là. C'est juste pour montrer qu'il n'y a pas tout qui sort sur Internet en entreprise en fait. Que vous compreniez pourquoi quand vous rentrez dans certains réseaux, vous dites mais c'est bizarre, j'arrive pas à télécharger avec mes trucs torrent ou des choses comme ça. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui perturbent votre activité que vous de tous les jours en fait quotidienne, alors que quand vous êtes chez vous, il n'y a aucun problème avec ça. Et vous dites c'est bizarre, je pense qu'il y a un truc qui bloque. Voilà. Donc le 53 va être ouvert, ensuite le 53 va répondre, et le web proxy, si c'est pas une ressource qui est connue pour être malveillante, parce que c'est ça le proxy, hein. Lui son rôle en fait il a une grosse base de données, en fait il en a une locale en interne, et puis après il va demander à des bases de données sur le cloud, plein de malware, il va dire est-ce que ce site, est-ce que cet IP ou DNS est dangereux pour moi. Sinon, si il dit oui, du coup simple, lui il bloque le flux, donc le flux retour, hop, il est bloqué, stop, et il dit voilà, il va envoyer un message quand même à l'utilisateur pour dire vous avez été bloqué parce que pour cette raison-là. Typiquement, on a essayé de joindre le site de GentiKiwi qui héberge Mimikatz. Voilà, il est connu pour du malware spreading. Vous allez prendre un message, voilà, vous avez été bloqué, contactez votre administrateur, pour des raisons, vous essayez de joindre quelque chose qui fait du malware sharing. Bon, okay. Là, c'est quoi cette histoire de base de données locale là? Pourquoi le web proxy il a besoin d'avoir une base de données locale? Alors le web proxy il a besoin d'avoir une base de données locale parce que vous pouvez être cible d'attaque. Si typiquement on a dit qu'il y avait des bases publiques sur internet, mais dans les bases publiques il n'y a pas tout. Si vous êtes une cible, votre entreprise a été ciblée par une attaque et que les autres gens ne connaissent pas, donc il y a des gros réseaux de CERT et compagnie où tout le monde va partager sur internet ce qu'on appelle des AOC, des indices of compromise. Donc on va partager toutes ces informations là, on va dire ça c'est mauvais, ça c'est dangereux. Mais bon, si nous on est une cible particulière d'un seul attaquant, il n'y a pas tout internet ou d'autres gens qui vont connaître. Donc nous on va être les premiers à se faire attaquer et probablement les derniers. Ou on sera peut-être, si on a un groupe de 3 personnes à se faire attaquer, on sera 3 personnes. Est-ce qu'il va y avoir un reverse engineering très poussé? Est-ce qu'il va y avoir vraiment une étude très poussée de cette attaque-là? Probablement pas. Donc vous n'aurez pas sur les bases publiques des informations. Donc vous allez devoir vous retrouver tout seul et c'est à vous, donc pour protéger vos utilisateurs, protéger tout votre parc, de rentrer vite les liens qui vous semblent suspects et qui sont tout simplement qui vous ont attaqué. Donc les liens suspects peuvent ressembler à des WordPress compromis. En fait, l'attaquant va compromettre une grande série de WordPress grâce à une 0D ou une vulnérabilité. 5-10 minutes, une journée avant l'attaque, d'accord. Tous ces WordPress là
eh ben, ils ne sont pas connus, il va en prendre, je sais pas moi, une trentaine, ils sont pas connus pour être malveillants, d'accord, par les proxys, par tout ça, et il va s'en servir pour héberger ou pour bourriner du phishing ou du malware sharing. Et votre proxy, bah, lui, il connaîtra pas, il va dire oui. Dès qu'on connaît pas, on autorise. Et c'est un peu le problème, voilà. Ça, c'était un peu l'aparté. Ou putain, ouais, on a un peu dévié sur le proxy, mais c'était pour bien que vous compreniez. Donc en fait, on sait maintenant quel équipement nous casse les couilles. Voilà, c'est le proxy. Le proxy, enfin, du coup, ça protège tout le monde si vous êtes du côté Blue Team. Par contre, si vous êtes côté Red Team et que vous voulez un peu sortir de votre réseau, bah, c'est cet équipement-là, évidemment le firewall, qui vont vous ennuyer. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour pallier à ça? Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tunneler des flux. En fait, on va monter des tunnels à travers lui. En fait. Donc ce qui va se passer, c'est que depuis la machine de Robert, en fait, en réalité, on va créer un espèce de tunnel, d'accord? Un tunnel qu'on va appeler un tunnel SSH. On va passer dans le proxy, d'accord? Le proxy va interroger ses bases de données locales, est-ce que c'est malveillant ou pas? Non, parce que votre Raspberry, personne ne le connaît, parce que votre VPS, personne ne le connaît, à part si évidemment vous êtes un débile et que vous faites du malware sharing sur toute la planète ou vous scannez toute la moitié d'internet, voilà, vous allez être connu dans les bases de données, et donc là vous ne pourrez pas, mais là, là je peux plus rien pour vous. Du coup, là on va monter un tunnel jusqu'à ça, et en fait, qu'est-ce qui va se passer quand on va être là-bas? Et ben c'est lui qui va interroger des ressources. Typiquement, le bloc de Mikatz, il va être ici, d'accord? En fait, il est plus par là, parce que du coup, je l'ai déplacé. Et vous, ouais, d'accord, il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est mon Raspberry, comme on disait, qui va aller interroger la ressource. Et donc, lui, par contre, il n'y a aucune raison que lui puisse pas interroger Mimikatz, en fait. Pourquoi? Parce que lui, il n'y a aucun équipement devant lui qui va dire non, tu n'as pas le droit d'interroger Mimikatz parce que c'est dangereux, vu que ça va être votre propre Raspberry. Contrairement à moi, qui possède un firewall qui peut me bloquer, ou le proxy. D'accord? Donc moi j'ai pas d'équipement devant moi. Le Raspberry va donc interroger la ressource comme on disait, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a un get ici et la réponse HTTP, d'accord? Et maintenant on va voir comment est-ce qu'on fait ça réellement, d'accord? On va taper des commandes vraiment. Alors depuis la machine de Robert qui est ici, on va en fait faire un SSH sur la machine qui est ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur la machine de Robert. Donc moi ça va être vraiment la machine Windows que vous avez vraiment sous vos yeux ici. Donc celle qui va jouer le rôle de Robert. On va ouvrir une CMD. Bon évidemment, attendez, on va juste la fermer pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va taper un SSH. On va taper un SSH directement sur la machine, sur le Raspberry. Le Raspberry, par contre, vous imaginez bien que si on part de la machine de Robert pour faire un SSH sur la machine sur celle-ci, sur mon Raspberry, il faut bien que je le réalise sur un port qui est non web, absolument web, parce que qu'est-ce qui va se passer sinon? Bah sinon, Robert va essayer de faire un SSH sur le port 22, typiquement le vrai port, par défaut. Il va arriver, le firewall va dire tu n'as pas accès à Internet, on l'a dit tout à l'heure, hein, on drop tout. Donc boum, sauf le 443 et 80 qui ont le droit de passer par le web proxy. Et le DNS évidemment par lui. Mais de toute façon non, parce que le DNS c'est le proxy qui le résout. Donc là il va lui dire 22 deny. Donc boum, c'est mort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Évidemment on va faire un SSH sur le port 80 ou 443. C'est pour ça qu'on voyait du port 443 ou 80 sur Shodan, c'est que les mecs sont des petits malins, ils font des tunnels quoi. Ça permet de traverser les firewalls. Donc là on va écouter sur un des deux ports. Admettons que dans mon cas on va écouter sur le port 443. Allez, voilà. Et donc Robert va faire un SSH à destination de ce truc là. Étonnamment ça va marcher. Ça va marcher parce que du coup on va traverser le proxy. Et le proxy va dire moi je m'en fous. Du coup, hop, on va passer par là. Et on va faire un SSH classique. Donc à la base on peut pas faire de SSH sortant. Déjà on peut interroger. Déjà on peut faire du SSH. Donc c'est stylé. Donc ça c'est cool. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter notre tunnel. On va commencer par un simple tunnel qui va nous permettre d'aller interroger une ressource qui est ici. Alors pour faire ce tunnel ciblé, on va utiliser SSH-L. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va rajouter le port sur lequel on va écouter sur la machine de Robert, vous allez comprendre. Je crois qu'il y a 2 points. Ensuite, l'IP ou la machine de Mikatz, d'accord? Donc là vous allez vous dire mais what the fuck, qu'est-ce qu'il fait? Donc on va dire que l'IP de Mikatz c'est 1.2. 1.1.1.8, voilà, on va dire ça. Et ensuite, le port sur lequel on va attaquer, 443. On a envie de faire de HTTPS ici, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer maintenant quand je vais lancer ça? Donc évidemment, après il y a le route, si vous êtes si vous n'êtes pas un user route, mais bon, moi je suis pas trop fan de ça. Votre IP de votre race, donc 12.235469, on a mis -P, le port 80. Donc là, ça paraît être une commande so what the fuck, mais alors le 80 qui est ici, il va correspondre au trou qui va être ici en fait, qui va être au port 80, qui est là. D'accord? Le 1.1.9, excusez-moi, ça va être l'IP du site web. D'accord? Ça va être le site que
quand je vais attaquer avec le Raspberry, je vais lui dire d'attaquer ça. Uniquement, il va attaquer ça. Et le port qui est ici, c'est le port 2.443 sur lequel le service est en écoute, sur le site, sur le service distant. C'est-à-dire que toutes les requêtes, alors maintenant qu'il y a un truc de fou, hein, toutes les requêtes que je vais envoyer dans ce trou là, dans le petit trou qui est ici, vont être redirigées automatiquement, donc elles vont sortir comme si c'était un tunnel ici, enfin comme si c'était un trou noir en fait, boum, ici, directement vers le service. D'accord? Donc ça veut dire que là, si je fais un curl à destination, typiquement, un curl sur la machine de Robert en localhost, d'accord? Localhost, sur le port 80, 80, qu'est-ce qui me répond? Bah, c'est simple, le curl va faire, il va rentrer dans le trou là, il va sortir dans ce trou là, et boum, il va aller interroger la ressource. Donc qu'est-ce qui me répond le curl? Et bien il va me répondre le site de Mimikatz. Pas mal, hein? Alors là, vous allez vite voir qu'il y a un petit souci, c'est lequel? C'est comment je fais pour interroger, typiquement, YouTube. C'est-à-dire que je suis obligé de refaire une commande, d'accord? Changer quoi? L'IP et le port. On est d'accord avec ça? Parce que l'IP de YouTube, c'est pas la même. Le port, si c'est 443, bah c'est le même, mais si j'ai envie d'interroger un autre service, par exemple, bah je peux pas. Alors si j'ai envie de, par exemple, me connecter en RDP sur YouTube, ou utiliser un autre, me connecter, pas en SSH, mais depuis ici, par exemple, me connecter, je sais pas moi, en RDP ou un autre protocole, en NFS, n'importe quoi, comment est-ce que je fais? Et bien ici, je vais devoir changer le port, on est d'accord. Mais ça, je peux pas. Parce que vu qu'on a tapé notre commande, il va falloir que je change à chaque fois. Vous imaginez quand même le bordel. Si j'ai envie de interroger, par exemple, à la seconde, j'ai envie de surfer sur internet simplement. Je vais interroger Mimikatz, ensuite je vais interroger YouTube à l'extérieur du proxy, ensuite je vais interroger notre ressource et compagnie. Donc je vais pas devoir taper à chaque fois, vous imaginez. Alors ça marchait, mais c'est super long quoi. Chaque fois que je vais sur un site, je refais ma commande, je rentre en dur l'IP et tout. C'est pour ça que maintenant il y a le SSH-D, Dynamics. Et voilà. Donc SSH en Dynamics, c'est encore plus facile, vous avez vu. Juste, on met juste le port. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici on ouvre le 8080 sur la machine de Robert. Tout ce qui rentre là-dedans, voilà, et ben il est directement forwardé par le trou qui est là, vers la destination. En dynamique. Donc c'est super cool. Si par exemple je fais un curl à destination de Mimikatz, et bah boum, il va faire un curl à destination de Mimikatz, là-dedans. Donc, pardon, à destination de Mimikatz. À destination, bah si, ouais, à destination de Mimikatz, mais par contre il va falloir que j'utilise quoi? Un proxy. D'accord? Donc c'est à dire que je vais faire curl Mimikatz, je vais faire comme si j'interrogeais la ressource en fait. D'accord? Mimikatz.com, on va dire que c'est le site. Mais c'est pas du tout ça, c'est de blog.jtpui, je sais plus trop quoi, mais bon, on s'en fout. Donc ça, c'est automatiquement, vu que c'est curl, bah, c'est automatiquement en port 80. Par contre, ici, je vais faire un tiret proxy. Bon, je me souviens plus de l'argument exact, mais tiret proxy. Et je vais lui mettre le proxy 127.0.0.1, comme avec burp, 80, 80. C'est peut-être 2 points ici. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, toutes les requêtes, quand je suis sur la machine de Robert et que je veux évader mon proxy, d'accord? Et bah, ce que je vais dire, c'est que toutes les requêtes que j'ai en local, elles vont en passer par ce trou. D'accord? Donc ça veut dire que quand je fais un curl, au lieu de faire un curl direct, et ben il va faire un curl dans ce trou là, et c'est lui qui va aller interroger ma ressource. Et ça c'est pas mal. Donc maintenant où je vais en venir ou pas, pour ceux qui sont déjà en avance, et ben au lieu de mettre le proxy comme ça, on va mettre un vrai proxy web en fait, dans un navigateur. Si là dans votre navigateur vous allez dans les paramètres proxy, et vous configurez 127.0.0.1 8080 comme burp, et bah le navigateur va tout simplement forwarder l'intégralité des requêtes que vous lui faites en web dans son navigateur, dans le trou. Et ça, et bah du coup ça va tout sortir là-haut. Et ça c'est génial. Maintenant on va se retrouver pour la démo. Vous allez voir comme, bon ça peut apparaître encore un peu flou, mais vous allez voir que c'est assez simple. Alors, simple, on y va. SSH, j'ouvre donc là c'est ACLI Windows classique, hein, on va pas se mentir, à la SSH de base, d'accord, donc ça c'est cool, SSH-D, parce que je suis sous Windows 10, 80, 80, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'a vu tout à l'heure, je vais ouvrir comment sur ma machine, on le verra bien, après je vais faire un instat. À destination de quoi? Alors là je vous mets le pseudo, je vous montre qu'on n'est pas obligé d'être root, donc ça c'est sympa. Là évidemment il faudra que je masque l'IP immédiatement. Ah zut, j'ai fait de la merde, autant pour moi, parce qu'en fait j'ai le pad en même temps pendant que je vous parle, donc c'est encore un setup de galérien, je peux pas vous mentir. Et on va mettre ça ici comme ça. Autant pour moi, voilà. l'IP. Voilà. Le port qui écoute en face, donc on avait dit 443, et là normalement, hop là voilà, donc là je viens d'évader mon proxy, moi j'ai un proxy actuellement sur la machine, vous le voyez pas mais je viens de l'évader, j'aurais pu vous montrer rapidement en prenant Brave, hop, que je peux pas interroger le site de Gentil Kiwi par exemple, Gentil Kiwi, le blog de gentilkiwi.com, voilà. On peut regarder. Donc dans mon, j'ai fait exprès, hein, dans mon proxy évidemment, ça me dérange pas, voilà, de mettre ce flux là. Donc je peux pas y accéder, on est d'accord. Est-ce que avec Brave, il faut regarder tout simplement si on peut setup
les paramètres proxy. Donc je vous montre. Vous regardez ici. Là, vous voyez qu'il y a Open Your Computer Proxy Settings. Ça veut dire que ça va proxifier tous les flux de la machine. D'accord? Donc ça, c'est pas fou, c'est pas ce qu'on veut. Je vous conseille du coup Firefox. D'accord? Firefox, il fonctionne super bien et qui va vous permettre juste de proxifier juste les flux que vous souhaitez. D'accord? Donc vous allez venir ici dans Firefox et vous allez venir configurer votre proxy local. Attendez, il est où proxy, excusez-moi. Ici. Ah, autant pour moi. Il bug un peu le mien, donc proxy. Ici, et là vous allez voir qu'en fait on va pouvoir configurer uniquement, voilà, les paramètres proxy d'ici. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai un petit problème au niveau du load socks, mais là ici on peut, normalement vous pouvez rentrer des chiffres, moi je peux pas, je peux en rentrer qu'un seul. Moi je copie-colle, hein. Si vous avez le même problème que moi, vous faites juste ça, voilà, tac, vous venez copier-coller, voilà, et ensuite 80, 80, et vous venez copier-coller. D'accord? Bon, pour l'instant on n'a pas encore ouvert la socket, donc on va pas appliquer sur OK, d'accord? Mais je voulais juste vous montrer que je ne peux pas accéder au site de Gentil Kiwi, vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, je vais juste rentrer mes credentials, du coup je vais chercher juste un mot de passe. Donc là, vous voyez que je suis connecté à travers mon firewall, d'accord? Donc là je suis bien sur la machine, je peux faire des LS. Donc voilà, je suis vraiment connecté en SSH. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah là, je viens de monter un tunnel. D'accord? Donc on va se mettre en mode SOX, parce qu'en fait là on est en dynamique, ça veut dire qu'on peut aller sur n'importe quel flux. Je peux proxifier n'importe quel flux. Si je prends par exemple un RDP que je proxifie en local, et ben il va traverser et il va sortir de mon VPS. Donc je vais pouvoir aller interroger des ressources à l'extérieur du réseau. D'accord? Donc là nous ce qu'on veut faire c'est juste accéder au bloc de Mi4. On voit qu'on peut pas. Donc là j'ai juste, là le tunnel effectivement est monté, donc je peux rien faire de plus à part vous montrer qu'en local, si je prends typiquement un petit, une autre command line ici et que je fais un netstat pour vous montrer, j'écoute en fait SSH me fait écouter sur le port, pardon excusez-moi le 3 bits de Windows, de Linux, me fait écouter sur le port bien 8080, donc find str 8080 c'est R8, voilà. Et on voit bien que normalement, voilà ici, normalement je dois écouter sur le port ici, voilà, TCP en NI, en localhost 8080, je suis en listening. Vous voyez bien que là je suis en train d'écouter sur le port 8080, donc tout ce qui est redirigé dans ce port là, tout ce qui est envoyé plutôt, ça comporte comme un tube, c'est renvoyé là-haut. Donc là, regardons mes 127.0.0.1, donc là la localhost, je mets le port 8080 et là on va lui balancer tout ce qu'on peut, et c'est parti. Donc là je vais balancer de la donnée par exemple, et je vais essayer d'aller interroger typiquement, si je fais un ifconfig c'est pas intéressant parce que vous allez tous voir mon IP, j'ai pas trop envie. Voilà, on va interroger le bloc de Gentil Kiwi parce que j'ai déjà fait, et voilà, ça fonctionne super bien. Alors que si je prends Brave, qui lui est dans mon réseau à moi, local, je ne peux pas interroger la ressource. Donc ça fonctionne bien. Je peux aussi faire passer autre chose que du web. Là on est en train de faire passer du web, proxy SOX, mais je peux faire très bien passer n'importe quoi. Je peux initier une connexion vers n'importe quel port. Donc là je vais vous montrer qu'on peut initier une connexion carrément vers, comment, on peut écouter en ENI sur la carte, donc on va pouvoir initier des connexions depuis d'autres machines qui vont être forwardées dans ce tunnel et qui vont sortir à l'extérieur du réseau. Donc là c'est ce qu'on appelle c'est un tunnel SSH en fait, mais qui va me permettre de évader plusieurs machines en fait. Donc je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc SSH-D c'est super utile. C'est ce que vous pouvez avoir au travail. Par exemple, vous avez une seule machine qui a accès à internet et toutes les autres machines en fait elles n'ont pas accès à internet, elles vont sortir par cette machine là. Donc là c'est ce qu'on va faire. SSH-D, je vais ouvrir une VM après. Donc là je tape exactement donc pareil. Mon pseudo. Tac tac tac, pardon. Mon IP. Voilà, donc il faudra que je foute aussi le nom de la fenêtre, c'est génial parce que Windows affiche le nom de la fenêtre, c'est génial. Donc c'est bon, on est connecté. Donc là on a un, si on regarde tout simplement, si j'ouvre une autre invite de commande et que je fais un netstat ici, on va ramener ce netstat ici pour éviter d'être flouté par les trucs. Netstat dans TAN find ouais, TAN, ouais, c'est hop, 80, 80. On voit que j'écoute en ENI, ça veut dire que d'autres machines de mon réseau peuvent joindre mon tunnel. Donc là, ça veut dire qu'on va ouvrir une VM, donc c'est bon, hein, j'ai setup la VM, donc elle a été déjà setup depuis longtemps, c'est ma VM de pentest, donc d'offensive. Donc c'est Tor, c'est une Linux, donc voilà, elle a pas mal d'outils anti-sécu, mais bon, c'est pas tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, sauf Nmap. Pour vous montrer qu'on va pouvoir en fait scanner un réseau depuis le relais SSH en fait. D'accord, depuis mon réseau interne, donc on va dire qu'on est ici en fait, je suis sur la machine de John en fait, vraiment là, et moi j'ai ouvert une socket sur la 8080 en fait, je l'ai ouvert sur la machine de Robert, je passe par la machine de Robert, qui va aller interroger la machine, enfin qui va passer par le tunnel 443 de mon Raspberry, puis depuis mon Raspberry, je vais aller interroger la ressource Mi4. Donc en gros, il va interroger la machine en 8080, et il va sortir
par le Raspberry. Donc là c'est what the fuck, hein, mais ça fonctionne super bien et c'est ce qui va nous permettre en fait, en gros on va juste autoriser, si Robert a la mano via internet ou qu'il a trouvé une combine, on va se servir de la machine de Robert et toutes les autres machines, donc le SSH server, donc le NAS, le Satoshi et compagnie, on va tous passer par lui. Donc le NAS, admettons qu'on va faire des mises à jour mais que voilà, on peut pas parce qu'on est bloqué par le firewall, et on va pouvoir faire les mises à jour. Satoshi va pouvoir se connecter aussi pour aller regarder le site de Mimikatz aussi et tout ça. Donc là on est exactement dans le cas où moi je suis sur la machine à côté et on va essayer, attention, de lancer un nmap. Je suis un débile, on va faire bash direct. Et on va faire un nmap avec les bons arguments dont je ne connais pas. Donc je vais aller regarder la documentation tout de suite. Donc là je suis tombé sur un petit topic Stack Exchange, ça a l'air de fonctionner. On va voir ce que ça donne, 90%. Ouais, ça marche. Du coup, voilà, donc en fait, il fallait mettre SOX V4. Je tombais sur un autre truc qui disait, ouais, n'utilisez pas ça, utilisez Proxy Chain. Voilà, mais là, vous voyez, donc, ce qui vient de se passer, c'est que depuis on va se remettre au petit schéma vite fait. Ah, c'était un peu une vidéo un peu laborieuse, j'en suis désolé. Mais voilà, c'était un peu complexe à tourner, puis je suis un peu fatigué, donc voilà, vous voulez pas, s'il vous plaît. C'est le retour. Depuis la machine de John, on a effectué un scan Nmap. Qui passe d'abord dans la machine de Robert, donc un premier tunnel ici, parce que John n'a pas accès à internet, donc Thor, voilà, il n'a pas accès à internet, d'accord. Donc comment il fait? Il passe par Robert, Robert il monte un tunnel jusqu'à du Raspberry, et depuis le Raspberry on scanne. Donc c'est super cool, ça évite de cramer mon IP qui est ici en fait, toute l'IP qui est là, pour la scanner si je suis en train de faire du... Putain, je fais n'importe quoi. Si je fais de l'offensive, j'ai pas envie que tout le monde connaisse mon IP là. En fait, du coup, je vais prendre mon petit VPS à côté ou mon petit Raspberry dans mon cloud et je vais sortir par cette petite IP que personne connaît. En plus que personne connaît mon IP, c'est très intéressant parce que Tor n'a pas accès à internet normalement, donc il prendrait directement un firewall deny depuis le firewall. Et là, on voit que j'ai réussi à scanner la machine 121, 120, 145, 106, tout simplement en passant par une ressource locale. Donc je me sers en fait de mon ami, je sais plus, Satoshi, qui lui héberge le tunnel SSH, et je sors sur internet, donc c'est très utile. Donc ça me permet de scanner la machine. Donc ça je l'ai récupéré de Shodan, ce type là, et je voulais en fait essayer de vous montrer qu'on peut faire passer n'importe quel type de flux. Donc on voit que là je passe du 80, ça on l'avait déjà vu parce que je pouvais interroger le site de Mimikatz, mais on voit aussi du 3389, donc c'est du RDP, je peux prendre la main sur la machine. Bon évidemment j'ai pas les credentials, mais voilà, je pourrais prendre la main sur la machine si j'avais mes credentials. Et je fais passer aussi du 25, donc bah, là il est filtered, mais il y a du 22 aussi, je peux faire passer dans mon tunnel du SSH aussi. Donc ça c'est intéressant. Donc c'est ce qu'il fallait retenir, que la machine elle a pas accès à internet mais elle peut quand même sortir, et ça c'est plutôt pratique. Et sur ce, c'est une fin de vidéo. Alors je vous remercie d'être encore jusqu'ici. C'était un peu laborieux, j'en suis désolé, j'étais un peu fatigué et je m'en excuse. J'espère que, comme son nom l'indique, Vulgamatic, ça a pour but d'éveiller votre curiosité. Vous irez un peu plus loin sur du SSH tuning et du réseau, parce que je sais que s'il y a pas mal de gens qui ont des lacunes en réseau, etc. Donc si vous connaissez déjà tout ça, je m'en excuse. Hein. Après, ça m'étonnerait que vous soyez encore là, à part si c'est pour troller un peu. Mais je vois pas l'intérêt que vous soyez encore là si vous connaissez déjà tout. C'était vraiment pour m'attaquer un peu à tous ces gens qui ont un peu du mal. Donc j'ai essayé un peu d'aller crescendo, hein, mais vraiment, si je vous ai perdu, c'est pas très grave. Le but c'était vraiment de comment d'éveiller votre curiosité, d'aller un peu plus loin sur ce sujet, parce que c'est vrai que la sécurité réseau c'est aussi très intéressant. Et on voit que en fait, depuis la sécurité réseau, en fait c'est très lié au système. Donc on va pouvoir évader, on va pouvoir exfiltrer, on va pouvoir tout simplement accéder à des ressources qu'on n'est pas censé accéder pour latéraliser et compagnie. Donc c'est très intéressant en pentest. Sur ce, c'était Ethnical, merci d'avoir regardé et ciao tout le monde.